devait atterrir. Et on nous dit d'attacher nos ceintures. Donc après, il y avait des turbulences. Et après, je sais plus. Nous sommes le 30 juin 2009, vers 1h30 du matin. Le vol 626 de la Yemenia Airlines s'écrase en pleine mer au large des côtes de l'archipel des Comores. On les utilise pour voyager, pour s'évader, pour rejoindre ceux qu'on aime. Mais il arrive que rien ne se passe comme prévu. Parfois, l'avion dans lequel on vole s'écrase. C'est rarissime, mais lorsqu'on vit une telle épreuve et qu'on en réchappe, comment s'en remettre ? Thibaut a perdu sa compagne lors du crash d'un avion à Phuket. Lui a survécu. Baya aussi a survécu à un crash. C'est même la seule survivante du vol des Comores. J'ai eu envie de les rencontrer pour qu'ils me racontent comment ce qui ressemble à un miracle peut devenir une épreuve difficile à vivre. Je m'appelle Thibaut Lamer, j'ai 28 ans, je suis survivant du crash aérien de Phuket le 16 septembre 2007. Je m'appelle Baya Bakari, j'ai 16 ans, je suis la rescapée des crashs des Comores. Ce devait être au départ de simples vacances pour Thibaut et Baya, un moment de bonheur aux côtés de ceux qu'ils aiment. Mais le destin en a voulu autrement. Les avions dans lesquels ils voyageaient se sont un jour écrasés. S'ils ont survécu à ces catastrophes aériennes, chacun y a perdu un être cher. Depuis ce traumatisme, ils tentent de se reconstruire et tout simplement de vivre. Cet album est le témoignage de la vie passée de Thibaut Lamer. À ses côtés, sur ces photos, Laetitia, sa compagne de l'époque. On avait prévu d'acheter un appartement, elle avait arrêté la pilule, on avait prévu de faire des enfants et puis se marier. Nous sommes en 2007. Les deux tourtereaux font alors des projets d'avenir et viennent de s'offrir un séjour en amoureux en Thaïlande. On voulait un peu le dépaysement. On a dit ouais, la Thaïlande, vous allez voir, c'est paradisiaque et tout, c'est joli. Enfin, le paradis se transforme en cauchemar. Donc, Tout commence en décembre 2007, alors que Thibaut et sa fiancée Laetitia sont en vacances en Thaïlande. On a fait d'abord une semaine de tour de la Thaïlande. Et nous, à la base, on devait aller à Pattaya et le guide nous a proposé de changer de destination, de partir sur Phuket parce qu'il nous a dit, vous verrez là-bas, c'est super, c'est une île paradisiaque. On a dit oui au guide, on a dit bah, d'accord, prenez-nous les billets, réservez-nous pour pouvoir partir là-bas. Laetitia et Thibaut embarquent à Phuket avec 128 autres passagers, destination Bangkok. Mais juste avant le départ, Thibaut, qui a quelques connaissances en aéronautique, remarque certains détails étranges. Je me souviens qu'au moment, juste avant l'embarquement, je me dis tiens, c'est marrant, c'était quand même un vieil avion parce que les MD-80 ils datent des années, justement des années 80, enfin peut-être 78, je crois les premiers. Non seulement l'appareil est obsolète, mais en plus les conditions météo deviennent de plus en plus menaçantes. Thibaut commence alors à angoisser. À ses côtés, sa compagne tente de le rassurer. Au fur et à mesure du vol, ouais, les nuages devenaient de plus en plus gris et même le ciel vraiment noir. On avait un peu de turbulence, l'avion était ballotté un peu de droite à gauche, ça faisait un peu les montagnes russes. Elle m'a donné la main et elle m'a dit non mais t'inquiète pas, c'est normal et tout. À chaque minute qui passe, les conditions de vol empirent. Et les efforts de Laetitia pour calmer son fiancé deviennent inutiles. Là, je lui ai dit on va se crasher et l'avion là a décroché, on est passé de 100 pieds à 50 pieds et 2 secondes après, en fait, l'avion touchait le sol. Là, l'avion raccélère et on se plante. L'appareil vient de s'écraser. Au bout de quelques minutes, Thibaut reprend conscience. Autour de lui,
c'est le chaos. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai été inconscient. Mais quand je me réveille, en fait, je suis toujours assis sur mon siège. Parce que je me souviens, je me suis décroché, j'ai réussi à retirer l'assise, j'ai dégagé tout ce qu'il y avait autour de moi pour chercher Laetitia. Et devant moi, ça fait comme un ravin, en fait. Et enfin, il y a une fosse et il y a plein de débris, il y a des morceaux de corps de personnes. J'entends des gens qui agonisent et tout. Et la personne qui était en dessous de moi, à ma droite, était brune. Elle était pas, Laetitia était blonde et la personne à ma droite était brune. J'essaie d'appeler 2-3 fois au secours en me rendant compte qu'ils ne m'entendent pas, il y a beaucoup trop de bruit. Une pensée que j'ai eue, c'est je suis encore vivant et je vais mourir brûlé parce que derrière je sentais la chaleur du feu et les fumées toxiques. Je me dis, je vais pas réussir à sortir, quoi. C'est un cauchemar, je vais pas réussir à m'en sortir. Mais... Thibaut est grièvement blessé, mais il arrive tout de même à trouver la force de hurler pour qu'on vienne le sauver. J'avais l'impression de m'être fait tabasser, d'en avoir pris plein la tête, mais j'avais pas mal. Mes jambes, je les sentais plus en fait. La douleur était telle que le corps est tellement bien fait que la douleur, il l'a zappé. Lorsque les secours arrivent, ils entendent ses cris et parviennent à le dégager. Il est immédiatement transporté à l'hôpital de Phuket. Là, après un examen poussé, le diagnostic tombe. En fracture, ils en ont répertorié à peu près 85. J'avais luxation au niveau de la hanche, enfin des deux hanches, les genoux démantibulés. J'avais côte, poumon perforé, le nez cassé, la mâchoire, une fracture à la main et c'est tout ce que j'avais pour le haut du corps. Et après, le reste des fractures, c'était en dessous les genoux, sur tibia et péroné de la jambe droite et de la jambe gauche. Michel Polacco, vous êtes journaliste et spécialiste des questions aéronautiques. On a pour coutume de dire que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, qu'il y a beaucoup plus de morts dans les accidents de voiture. Pourtant, avec le développement du trafic aérien et les accidents qui se sont multipliés, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? L'avion est toujours et de loin le moyen de transport le plus sûr. Devant le train, devant l'automobile bien sûr, devant la moto, enfin devant tous les autres moyens de transport. Et l'avion lui-même est de plus en plus sûr. Il y a 25 ans, 30 ans, lorsqu'on transportait seulement 1 milliard de passagers par an, le dirigeant de Boeing, le patron de Boeing, disait qu'au taux actuel, c'est-à-dire à l'époque, de développement du transport aérien, si on n'arrivait pas à réduire le nombre d'accidents en statistique, il y aurait un avion qui s'écraserait chaque semaine. Et à l'époque, il y en avait 10-15 par an. 25-30 ans après, on transporte 2,5 milliards de passagers par an. Il y a 3-4 graves accidents par an, 2-3 qui font beaucoup de morts. Et donc, on a divisé par 30 ou par 40 le nombre des accidents d'avion. Et c'est un record considérable. Aujourd'hui, si on veut parler de la sécurité du transport aérien, on parle de quelque chose qui est très mince. C'est l'épaisseur du trait. Et pourtant, il faut faire des progrès car c'est vraiment un moyen de transport qui tend vers le risque zéro. Thibaut Lamère, rescapé du crash de Phuket, est dans un état critique, mais il est vivant. Malheureusement, on reste toujours sans nouvelles de sa compagne. Baya Bakari vit à Corbeil-Essonnes, une petite commune tranquille dans la banlieue parisienne. Cette adolescente de 16 ans est une bonne élève qui s'apprête à rentrer en première S. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à chatter avec ses copines. Bref, c'est une ado comme toutes les autres. Enfin presque. Car bien qu'elle soit aujourd'hui en vie et en bonne santé, Baya est une véritable miraculée. Pour elle, tout a basculé lors de l'été 2009. La jeune fille a alors 13 ans. Cette année-là, elle a prévu de prendre l'avion avec sa maman. Ensemble, elles doivent se rendre à un mariage familial aux Comores. On prend le vol à Paris, il fait une escale à Marseille. On arrive à Sanaa, on change d'avion pour aller à Moroni. Le début du voyage se déroule sans encombre. Et pourtant déjà, Baya n'est pas vraiment sereine. Moi, non, je me sentais pas bien. Je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Un malaise qui ne fait qu'augmenter lorsqu'elles embarquent sur le vol en transit vers les Comores. L'appareil de la Yemenia Airlines semble ne pas respecter toutes les normes d'hygiène.
On voit des mouches et les hôtesses, elles mettent des bombes pour l'odeur des toilettes. Vu que ça choquait personne, je me suis dit, ouais, ça doit être comme ça. Pourtant, malgré ces conditions hygiéniques déplorables, le vol se déroule normalement. Jusqu'au moment où l'appareil entame la procédure d'atterrissage. On devait atterrir et on nous dit d'attacher nos ceintures. Donc après, il y avait des turbulences et après, je sais plus. Nous sommes le 30 juin 2009, vers 1h30 du matin. Le vol 626 de la Yemenia Airlines s'écrase en pleine mer au large des côtes de l'archipel des Comores. À 8000 km de là, Kassim, le père de Baya, reçoit un coup de fil au beau milieu de la nuit. C'est une copine, Aziza, ma femme, qui m'a appelé à 3h42, je me rappellerai toujours. Et c'est là qu'il m'a dit « Ouvre la télé et tu regardes ». Et c'est là que j'ai appris les nouvelles, comme quoi l'avion yéménien est disparu dans les écrans aux Comores. Tu t'attends pas que voilà, il y a des survivants. Tu imagines toujours le pire. J'imagine toujours le pire parce que c'est un truc que personne n'est pas préparé pour ça. Alors que son père est en train de se morfondre, Baya reprend conscience. Il fait nuit. Elle dérive en pleine mer sur un débris de l'appareil et n'a aucun souvenir de l'accident. Vu que j'étais toute seule, je me suis dit comme quoi tout l'avion il avait atterri aux Comores et que moi j'étais sortie. Je suis la seule à être tombée, tout le monde est arrivé. Il n'y a pas eu d'accident. Je suis la seule à être tombée, je ne sais pas comment. Baya est perdue en pleine mer. Elle croit être toute seule, mais elle se trompe. Et je voyais personne autour de moi, j'étais toute seule. J'entendais des bruits de femmes crier. C'est des cris de souffrance un peu. Vu que je les entendais, je me suis mis à crier, genre faut les appeler à l'aide. Mais personne ne va répondre à son appel. La mer déchaînée aura raison des derniers autres survivants. Ils ne passeront pas la nuit. Paniquée et blessée, Baya ne peut compter que sur elle-même. Le mélange de l'eau salée et le kérosène, c'est pas très bon. Et je pouvais pas éviter parce que je prenais les vagues sur moi. Donc ça rentrait forcément, même si je fermais la bouche. J'ai touché mon visage, au bout d'un moment, j'ai senti que mon œil gauche il était gonflé. Mais sinon, à part ça, je chantais pas. J'avais des brûlures aux pieds et tout, mais je chantais rien du tout. J'étais choquée. C'est surtout ça. J'avais peur un peu aussi. Et après, je me suis endormie. Baya sera la seule survivante d'une des plus terribles catastrophes aériennes du XXIe siècle. Christophe Naudat, vous êtes expert en sûreté aérienne. Quelles sont les causes les plus fréquentes dans les catastrophes aériennes ? Il y a deux causes principales. Il y a d'abord la cause accidentelle, 99% des cas, en ce qui concerne les crashs aériens. Et puis il y a la cause intentionnelle, les problématiques de sûreté liées aux attentats dans le domaine aérien. C'est très très rare et c'est ce qui est le moins mortel, si j'ose dire. Mais elles font partie des catastrophes qui marquent le plus. Elles font partie des catastrophes qui marquent le plus parce que justement on a l'impression que cette volonté de tuer s'est exprimée en fait sur des gens qui étaient totalement innocents. Le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme aérien, c'est de continuer de prendre l'avion et de ne pas arrêter l'activité aérienne. C'est très compliqué évidemment à faire comprendre aux clients, mais c'est pourtant la seule chose qui fonctionne. Il y a pourtant des journalistes qui montrent qu'ils peuvent passer les portiques avec une arme. Alors, il y a beaucoup de journalistes qui démontrent qu'il y a effectivement des failles dans le dispositif aujourd'hui actuel, qui est un dispositif qui est basé sur le contrôle des objets. Le problème, c'est que les objets par eux-mêmes, ils sont inertes. Là, les deux verres d'eau qui sont là sont inertes, ne vont pas se renverser tout seuls. Quand il y a un attentat, c'est forcément un acte qui est intentionnel, et donc on se trompe de cible. Ce n'est pas les objets qu'il faut contrôler, c'est les personnes, et notamment leur identité. Baya Bakari est perdu en pleine mer, au milieu de vagues de 3 mètres. Le combat est inégal, et à cet instant précis, ses chances de survie semblent infimes. Mais un coup de pouce du destin va pourtant venir changer la donne. Thibault Lamer fait partie des 40 rescapés du crash Bangkok-Phuket. Il est le seul des 10 passagers français à avoir survécu. Mais lorsqu'il arrive à l'hôpital, son état est particulièrement critique.
Il y a un chirurgien de Bangkok qui est descendu sur Phuket pour regarder quand j'étais au bloc ce qu'il pouvait faire. Et puis là, il m'a dit qu'il faudrait qu'on vous transfère sur Bangkok parce que l'hôpital de Phuket, on n'est pas assez bien équipé pour essayer de vous soigner la jambe. Parce qu'au final, j'étais en train de faire une infection et ma jambe était en train de se gangréner. Donc, à un moment, le chirurgien était même en train de se dire là, ça va peut-être être la dernière opération, après on va être obligé de couper la jambe. Donc, je suis plus à ça près. Enfin, il me dit c'est rien, c'est qu'un bout de jambe, après tout, on peut quand même marcher avec une jambe de moins. Donc je me dis, s'il faut couper, il faut couper. Je suis pas attaché à mon corps plus spécialement que ça, quoi. Étant donné son état de santé, les médecins jugent qu'il est trop tôt pour annoncer à Thibaut la terrible nouvelle. Sa fiancée, Laetitia, n'a pas survécu. Dans un premier temps, on m'a dit que Laetitia, il l'avait pas retrouvée. Après, on m'a dit qu'elle était dans le même état que moi, donc qu'il fallait que je m'accroche parce que mon pronostic vital était quand même engagé. Je ne savais pas si mon cœur tiendrait le coup ou pas. Mais Thibaut va comprendre ce qui s'est réellement passé lorsque la mère de Laetitia arrive effondrée à Phuket. J'ai compris qu'elle était décédée quand j'ai vu sa mère au bout d'une semaine avant d'être transférée sur Bangkok parce que mon état ne s'améliorait pas. Transféré à Bangkok, les médecins parviennent à sauver la jambe de Thibaut. Mais la nouvelle du décès de sa compagne est un choc terrible. Malgré son rétablissement, il est anéanti. Il n'a que 25 ans, mais il n'a déjà plus goût à la vie. On m'a un peu shooté avant de remonter dans l'avion. Ils m'ont donné un médicament pour me sentir mieux et puis au moment de l'atterrissage, j'ai pas voulu le prendre. Je me suis dit après tout, si on se fout par terre, c'est pas grave. Serge Effez, vous êtes psychiatre. Est-ce que c'est ce genre de témoignage qui renforce la peur de l'avion chez les gens ? Ben oui, d'abord, tout le monde a un peu peur de l'avion, même ceux qui disent qu'ils n'en ont pas peur. Il y a toujours ce moment un peu compliqué quand un avion décolle. Mais alors, en plus, entendre des personnes qui parlent de ça, qui sont dans le témoignage de ça, bien évidemment, ça ravive très fortement ces peurs. D'où elle vient, cette peur ? Vous savez, il y a quelque chose d'un peu prométhéen de s'envoler dans les airs. L'homme ne vole pas, a priori. Donc il est là, il est au-dessus du sol, et ce n'est pas les mythes qui manquent. De la chute d'Icare, par exemple, il est puni par les dieux parce qu'il a voulu s'élever dans les airs. Donc il y a, de façon assez irrationnelle, quelque chose dans l'inconscient collectif qui est qu'un homme ne vole pas. Voilà, ce n'est pas un oiseau. Et que s'il le fait, eh bien, il défie en quelque sorte l'ordre naturel ou l'ordre divin. Est-ce qu'il est possible de s'en débarrasser de cette peur ou est-ce que c'est quelque chose qu'on garde à vie ? Alors si c'est une vraie phobie des avions, c'est une vraie peur, il y a des techniques de désensibilisation. Il y a des méthodes petit à petit qui vous apprennent à apprendre à monter dans un avion, à supporter l'altitude. Donc on peut être désensibilisé. Cela fait maintenant plusieurs heures que Baya Bakari dérive sur son débris de carlingue. Le jour se lève et elle est toujours toute seule en pleine mer. Je me réveille le matin, il fait jour. Il n'y a toujours personne autour de moi et je suis toujours accrochée à une épave. Je voyais une île au loin. Donc moi je me suis dit, il y a une île, ça doit être les Comores. Donc j'ai essayé d'aller vers là-bas. Sauf qu'avec la mer qui était agitée, j'avais l'impression de ne pas avancer. Au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai fait c'est bon, on va même pas me retrouver. Oui, je pense à ma famille, mes amis, et je me dis, je suis petite quand même, j'ai pas fait grand chose de ma vie. Et il m'arrive ça, je vais mourir dans l'eau toute seule. Alors que Baya vient de passer 9 heures dans l'eau, l'inespéré se produit. Un bateau de pêche la repère et la sauve. J'ai vu des hommes crier, m'appeler. Donc après, je lâche mon épave et je nage un peu. Sauf que vu que la mer elle était agitée, j'arrivais pas bien à aller jusqu'au bateau. Il me lance une bouée et j'arrive pas à l'attraper. Donc il y a un homme qui descend pour m'aider à la prendre et monter dans le bateau. Aussitôt transférée à l'hôpital, Baya n'a pas encore conscience de ce qui vient de se passer. Je dis c'est bon, je suis sauvée, je vais retrouver ma famille et c'est bon. Je vais faire vu que
À ce moment-là, je sentais vraiment pas mes blessures, j'avais vraiment pas mal. Donc je me suis dit c'est bon, il me suffit de me reposer et après je vais vivre mes vacances tranquillement comme c'était prévu. Ce que Baya ne sait pas encore, c'est que sa mère et tous les autres passagers sont morts. Les médecins ne savent pas comment annoncer la terrible nouvelle à la jeune fille sans risquer de la traumatiser. Il y a une psychologue qui arrive, elle me demande si je vais bien, je lui dis oui, ça va. Après, je lui demande où est ma mère et elle me dit comme quoi je suis la seule qu'on ait retrouvée pour l'instant et qu'on n'a pas encore retrouvé ma mère et qu'elle pense pas qu'on va la retrouver. Mais bon, pour moi, on allait tous les retrouver. Enfin, je me suis dit pourquoi moi on m'a retrouvée et pas les autres. On était dans le même avion, ils auraient dû tomber au même endroit que moi. Baya est sauvée, mais son état de santé n'en reste pas moins préoccupant. Non, j'ai une fracture à la clavicule et au bassin. Ils m'opèrent parce que j'ai des brûlures aux pieds, au niveau du coude aussi. On m'a opéré à l'œil. Je sais pas, il y a une irritation et ça fait que mon œil il allait s'enfoncer. Donc il fallait qu'on l'opère pour pas que s'enfonce à l'intérieur. C'est une miraculée, elle s'appelle Baya Bakari, elle a 13 ans et elle a survécu seule au crash de l'Airbus. Quelques heures après son sauvetage, le drame de l'accident et le miracle de la survie de Baya font la une de tous les journaux. Des coupures au visage et une simple clavicule cassée après le crash. Voici Baya sur son lit de l'hôpital de Moroni. Elle a survécu pendant une dizaine d'heures accrochée à un débris d'avion. Baya, qui a perdu sa maman, attend maintenant de voir son père qui doit arriver de France. À peine rentrée en France, Baya est prise d'assaut par des journalistes qui la harcèlent pour obtenir une interview. Pour la jeune fille, c'est une épreuve à laquelle elle n'était pas préparée. Ils étaient prêts à tout. Il y a un monsieur, il a dit à mon père, oui, je vais perdre mon boulot si je fais pas une interview avec elle. Moi, je voulais qu'on me laisse tranquille à ce moment-là. Pas qu'on vienne tout le temps en bas de chez moi me demander une interview. Je suis une fille discrète à la base. Donc j'ai pas l'habitude que tous les regards ils sont posés sur moi. Donc j'ai dû apprendre à gérer ça. Serge Effez, on se rend compte qu'il y a à la fois la peur et également une forme de fascination du public face aux accidents d'avion. On peut le constater avec le nombre de films éventuellement qu'il y a sur ces accidents d'avion. Il y a dans l'avion, dans le fait de se trouver dans un avion, le fait de remettre son destin à quelqu'un qui est le pilote de cet avion, qui est le fait qu'il ne va pas y avoir de terroristes ou de méchantes personnes pour détourner votre... Donc, comment dire, on n'est plus maître de soi. Voilà, une fois qu'on est assis dans son siège, on est comme un nourrisson sur son petit siège bébé, c'est-à-dire qu'on est totalement dépossédé de soi. Une voiture, on peut l'arrêter, on peut descendre, un train, on peut tirer la sonnette d'alarme, on peut aussi en descendre. L'avion, il n'y a rien à faire. C'est très régressif. Et oui, c'est très très régressif. Et d'ailleurs, on le sent bien, hein, quand on est dans l'avion, là, on vous nourrit, on vous donne des plateaux, vous dormez, vous regardez des films. C'est un univers totalement clos. Et on est totalement livré, finalement, aux hôtesses, aux stewards, aux pilotes et à ceux qui vous entourent. Donc, le fait que ça soit un univers régressif, ça vous remet aussi dans cet état d'esprit d'enfant, dans des peurs d'enfant éventuellement, dans des angoisses beaucoup plus infantiles, ou aussi dans d'autres états infantiles de plaisir, de toute puissance, de « il ne m'arrivera rien ». Enfin, chacun y réagit un peu comme il veut. Après avoir été rapatrié en France, Thibault Lamère séjournera dans divers hôpitaux. Après plusieurs opérations, il pourra à nouveau retrouver partiellement l'usage de ses jambes. Percy, garge compris, avec les délais des opérations, j'ai dû rester près d'1 an à l'hôpital. S'ensuit une longue période de convalescence pendant laquelle Thibault alterne les séjours à l'hôpital en rééducation et les séjours ici, dans la maison de son père. J'avais eu un lit médicalisé qui avait été installé dans le salon. Là, il y avait le canapé qui était mis autrement et là j'avais mon lit avec une petite armoire pour ranger mes affaires. Quand on revient chez ses parents, enfin là chez mon père,
J'étais parti, c'était déjà compliqué quand je suis parti, donc c'était pas forcément plus simple de revenir. Donc c'est là-dessus que j'allais à la douche, qu'on m'emmenait, qu'on me déplaçait en fait dans la maison en fait pour aller aux toilettes. On retire voilà, on retire et puis on nous glisse en fait au-dessus du toilette pour faire ses besoins. Lourdement handicapé et dépendant des autres, Thibaut n'est plus alors que l'ombre de lui-même. Pourtant, en mars 2008, il fait une rencontre qui va tout changer, celle de Julie, une jeune ergothérapeute qui travaille dans le centre où il est en rééducation. Tu as mon cœur, tu viens m'aider s'il te plaît? Je suis un peu en galère. C'était un petit centre de rééducation à Richebourg et on connaissait à peu près tous les patients. D'autant qu'on connaissait son histoire parce qu'elle était quand même particulière, rescapée d'un crash aérien avec la perte de sa compagne. Donc histoire assez dramatique pour marquer, donc on connaissait son cas, et on connaissait aussi son histoire, mais aussi en fait ce qu'il était, parce que c'était un personnage quand même assez particulier au sein du centre de rééducation, puisque il était dans une colère importante, où jamais rien n'allait, où je crois que la première phrase que je lui ai dit, c'est « avec toi on n'a pas droit à l'erreur ». Quand je la rencontre, c'est... Comme dirait Julie, j'étais dans une pulsion de vie, donc pour essayer d'avancer, quoi. C'est vrai que je recommençais à marcher et tout, donc de nouveau, je trouvais quelqu'un sur qui compter, sur qui me reposer et sur qui se reposer. Grâce à Julie, Thibaut fait rapidement des progrès et semble à nouveau reprendre goût à la vie. Psychologiquement, il était dans une phase de toute puissance. Dans les rescapés de crash aérien, généralement, il y a une phase de toute puissance de je suis pas mort avec ça, donc je suis tout puissant, rien ne peut m'arriver. Petit à petit, avec l'aide de sa nouvelle compagne, Thibaut Lamère parvient à se reconstruire. En 2010, ils deviennent les heureux parents d'une petite Elena. Ça m'a aidé à continuer à vivre, on va dire, jusqu'à redonner le goût de la vie. Tiens. Ouais. Oh non, c'est pas là, c'est la famille là. Oh, bah oui, mais papa il sait pas, faut que tu lui dises. Là. Mais je pense qu'il en est très content. Enfin, il dit c'est un rayon de soleil. Même quand on va pas bien, on est obligé d'aller bien parce que quand elle nous sourit, c'est formidable. Mais je pense qu'il peut pas être complètement heureux, voilà, même avec Elena. Car malgré ce bonheur familial, les fantômes de son passé ne sont jamais très loin. Les parents de Laetitia, dans leur souffrance, en fait, ont mal réagi face au fait qu'ils soient de nouveau avec quelqu'un et que ce soit sérieux. Donc, du coup, face à leur réaction négative, lui s'est dit je dois faire quelque chose de mal, ou c'est pas, je suis bien et en même temps je devrais pas faire ça. Donc il s'est mis dans une culpabilité en fait. Je pense culpabilité qu'il a toujours. La compagne de Thibaut vient d'évoquer le syndrome du survivant. En quoi ça consiste ? C'est le fait que le destin frappe de façon un peu aveugle. Il frappe celui qui est ou celle qui est à côté de vous et pas vous. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de là de tellement irrationnel qu'on est obligé de lui donner du sens. Vous savez, l'esprit humain n'aime pas tellement les choses irrationnelles. Il doit trouver des interprétations et du sens un petit peu à tout, même à ce qu'il n'en a pas. Et donc, le syndrome du survivant, c'est de se demander, d'être obsédé par cette question, pourquoi elle et pas moi ? Pourquoi l'autre et pourquoi pas moi ? Et de trouver les réponses qui sont parfois des réponses assez folles à cette question, qui est qu'on a été épargné. Quand on a échappé à un événement collectif où les autres ont été atteints, voire où tous les autres ont été atteints, on est le seul survivant, c'est tellement énorme qu'on peut passer le restant de ses jours à essayer de se demander pourquoi moi j'ai été choisi, pourquoi j'ai été l'élu, qu'est-ce qui me caractérise, qui donne du sens à cette histoire insensée qui m'est arrivée. Du coup, ça consiste en quoi ? On se sent super puissant ou... Ça peut être soit que ça se retourne contre soi sous forme de culpabilité, c'est-à-dire je ne méritais pas ça, c'était l'autre qui méritait de survivre et pas moi, et donc c'est cette culpabilité qui va vous écraser, soit effectivement un sentiment de toute puissance qui est là, je suis invincible, tous les autres sont mortels, mais moi je suis beaucoup plus fort qu'eux. Et d'ailleurs,
l'un est souvent le revers de l'autre, c'est un peu le revers de la même médaille, on peut passer de l'un à l'autre. La culpabilité, c'est inéluctable lorsqu'on échappe à un accident ? C'est difficile de l'éviter, surtout si quelqu'un de proche a disparu à côté de vous. Quelqu'un de proche, on se dit que peut-être qu'on aurait pu le protéger, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose pour empêcher ça, peut-être qu'on n'a pas fait tout ce qu'il était possible pour empêcher l'événement, même si c'est totalement irrationnel, on peut être traversé par ces idées-là, évidemment. Baya Bakari est une miraculée. La Providence lui a offert une seconde chance. Malgré tout, pour elle, la vie ne pourra plus jamais être comme avant. Car Aziza, sa maman, n'est plus là. Chanter, il n'y avait pas sa présence, elle n'était pas là. Et après, ouais, j'ai pleuré d'aller voir mon père. Et voilà, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai ressenti son absence. Une absence très dure à supporter pour Baya, mais aussi pour ses frères et sœurs. Les enfants, ils avaient l'habitude de venir chercher leur maman dans la chambre à papa et maman. Et quand ils viennent dans la chambre, ils trouvent que papa est là, c'est tout de suite dans la tête. C'est maman qui vient dans la tête. Moi aussi, quand je viens dans ma chambre, je dis à ma femme qui est là. Et quand je viens, c'est tout de suite dans la tête. C'est l'enchaînement de tout, mais il faut dire, voilà, ben, il va falloir que je vis avec, il va falloir gérer ça. Non, je te donne pas de place. C'est moi qui commence. Depuis que sa maman n'est plus là, Baya, la grande sœur, a dû prendre ses responsabilités. Pour aider son père, elle s'occupe de ses frères et sœurs, et en particulier du petit dernier, Badawi. Je m'inquiète beaucoup plus pour eux. J'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose de mal, donc je fais toujours attention à eux. Oui, je suis plus mature que la plupart des filles de mon âge. Elles ont pas compris la vie. Elles sont dans un monde de... Est-ce que ma frange elle est bien droite ou mon vernis il est pas mal mis et mon mascara il coule pas. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Dépêche-toi, descends. Dépêche-toi là, descends. Aujourd'hui, pour Baya, les priorités, ce sont d'abord ses études. Son objectif, devenir médecin généraliste. Mais pour faire des études, il faut de l'argent. Pour l'aider, Sophie Beauté, son avocate, se bat pour que la jeune fille obtienne une réparation à la hauteur du préjudice subi. Nous suivons cette affaire, évidemment, au point de vue indemnitaire, et puis afin que Baya et sa famille puissent être normalement, dignement indemnisés. Alors moi, de mon côté, j'ai également actionné la voie civile, où j'ai déjà eu quelques résultats, effectivement, notamment sur des mises en place de rentes pour les enfants. Le crash des Comores a fait 158 victimes. Avarie matérielle, erreur humaine. Aujourd'hui, l'enquête pour déterminer les responsables est dans une impasse. Michel Polaco, dans l'affaire du vol de la Yéménia, le Yémen semble rejeter la faute sur l'armée française via une dépêche de l'agence de presse gouvernementale indiquant que l'avion a pu être touché par un missile français. Qu'en est-il ? Alors, l'accident de l'avion de Yéménia, qui s'est produit en approche de nuit aux Comores, est un accident pour lequel le rapport officiel n'a jamais été publié. Le rapport n'est pas publié parce que les Yéménites refusent de collaborer. Ils refusent de collaborer parce que c'est un avion yéménite, piloté par des Yéménites, qui est en cause dans la catastrophe et que c'est la procédure appliquée par l'équipage qui est à l'origine de cette catastrophe. Ça s'est produit de nuit, avec un vent fort. L'avion a fait une approche avec le vent arrière sur un système d'aide à l'atterrissage de nuit. Puis ensuite, en vue de la piste, il s'est éloigné en mer pour revenir se poser en sens inverse face au vent. C'est dans cette phase-là que l'équipage a sans doute perdu ses références, a touché la mer et que l'avion s'est écrasé. Donc il est bien évident que ce n'est pas l'avion qui est en cause. Éventuellement, on pourrait dire que l'aéroport des Comores n'est pas très bien équipé, mais il y en a d'autres comme ça dans le monde. En revanche, l'équipage et donc la compagnie Yéménia sont en cause. Le Yémen ne souhaite pas être obligé de payer des indemnités aux passagers et aux ayants droit des passagers, et par conséquent, il fait traîner. C'est une attitude qui est non conforme aux règles internationales et à la Convention de Chicago qui régit la sécurité du transport aérien. Ça peut durer longtemps, il y a d'autres pays qui procèdent ainsi. Donc l'histoire du missile, c'est un leurre ?
l'histoire du missile ne tient pas debout. Il n'y a absolument aucun élément qui permette ni de près ni de loin d'imaginer que ce soit un missile. Et d'ailleurs, si c'était un missile, ça n'aurait pas du tout eu les mêmes effets que ce qui s'est produit et dont on a tous les éléments, puisque vous savez qu'on a repêché les boîtes noires, qu'on a repêché certains éléments de l'avion, et qu'il y avait des témoins aussi de l'approche de l'avion lorsqu'il est commencé à apparaître sur la piste de l'aéroport des Comores, de Moroni. 3 ans après le crash des Comores, sans vraies explications et sans réelles excuses, les familles des victimes se battent pour qu'on n'oublie pas la mémoire de ceux qu'elles ont perdus. Un sentiment d'injustice que partage Baya. Elle souhaite entretenir le souvenir de ceux qui n'ont pas eu comme elle la chance de s'en sortir. Pour leur rendre hommage, elle compte retourner aux Comores. Depuis plusieurs années, Thibault Lamère lutte pour pouvoir retrouver son intégrité physique et une meilleure autonomie. Un combat qui passe par de multiples opérations chirurgicales. Avant la dernière opération que j'ai eue pour redresser la jambe gauche, ma jambe, concrètement, elle était comme ça, quoi. Ils ont fait un triangle et puis après, ils ont joué sur l'élasticité de l'os, ils ont redressé, puis ils m'ont mis une plaque pour verrouiller. Aujourd'hui, c'est son premier rendez-vous chez cet ostéopathe. Après avoir pris connaissance de son dossier médical, elle lui fait faire une série de tests physiologiques. Voilà, je relâche ici. Et on y va, on pousse encore contre moi. Vas-y, 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 vas-y. Et on relâche. On relâche là. Est-ce que c'est douloureux, Thibault? Ouais, c'est douloureux. C'est douloureux? Ok, on relâche. On va faire autre chose. Même si le travail est très bien fait et qu'il gagne en mobilité au niveau de ses articulations, jamais il retrouvera 100% de mobilité ou de sensibilité au niveau de ses tissus, comme si rien ne s'était passé. Et on va tester la respiration. Travailler au niveau du diaphragme. Donc vous allez prendre une inspiration, allez-y. Voilà, et on monte jusqu'en haut et on expire à fond. Il est là, il est positif et tout, mais il y a quand même quelque chose dans lui qui est tendu et ça, il faut l'exprimer aussi pour qu'il s'en débarrasse une fois pour toutes. À bientôt. Bon courage et bon rétablissement. Le malaise de Thibault n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique. Il ressent aujourd'hui de la colère contre la compagnie d'aviation à l'origine de l'accident. Avec les familles des passagers français qui sont morts dans le crash, ils ont créé une association. Gérard Bembaron a perdu son frère ce jour-là. Avocat de profession, il est logiquement devenu le président de cette association. Je considère que les défaillances de la compagnie sont déjà avérées au travers du rapport d'enquête administratif qui révèle un certain nombre de dysfonctionnements d'une gravité importante, dysfonctionnements qui, à mon sens, devraient être suffisants pour mettre en examen le dirigeant de cette compagnie aérienne et le convoquer. Des rapports semblent avoir mis en lumière les nombreuses lacunes de la compagnie thaïlandaise, au niveau de la maintenance des appareils, mais aussi au niveau du temps de travail du personnel navigant. En dépit de tous ces éléments, cette filiale de la Thai Airways continue d'exercer. Les familles avaient obtenu l'inscription de la compagnie sur la liste noire de la communauté européenne, ce qui était pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et en réalité, à la suite d'un jeu de passe-passe auquel se sont prêtées les autorités européennes, pour des motifs vraisemblablement d'opportunités diplomatiques qui nous dépassent terriblement, ce blacklistage n'aura duré que quelques mois. Aujourd'hui, la compagnie impliquée dans le crash a de nouveaux pignons sur rue. Et le drame de 2007 semble n'être plus qu'un lointain souvenir. C'est pour cette raison que, même si cela lui est douloureux, Thibault veut malgré tout continuer à parler de ce qui s'est passé. Si on veut derrière que ça avance, on se prend par la main, puis on essaie de faire le maximum pour essayer de sensibiliser un peu les gens, de leur dire faites gaffe quand vous partez en Thaïlande, c'est vrai, c'est un pays très beau, les gens sont très accueillants et tout, mais faites gaffe sur quoi vous volez, on vous ment.
Christophe Naudin, on trouve sur la liste noire de la communauté européenne près de 300 compagnies aériennes, dont la très grande majorité africaine. En préambule de la liste noire, la communauté européenne précise « Il n'est pas possible de contrôler tous les avions qui atterrissent en Europe. Le fait qu'une compagnie aérienne ne figure pas sur la liste communautaire ne signifie donc pas automatiquement qu'elle respecte les normes de sécurité. » C'est plutôt inquiétant. C'est inquiétant, mais c'est la vérité. Donc là, on ne peut pas reprocher à notre administration, à savoir le ministère des Transports et plus spécifiquement la Direction générale de l'aviation civile, de ne pas être transparent. C'est une déclaration qui est très transparente et très vraie. Mais elle sert à quoi, cette liste noire ? Elle sert à indiquer commercialement aux gens que ce n'est pas forcément une bonne idée de contracter avec un voyagiste qui va utiliser des compagnies aériennes qui sont blacklistées, ou quand on est à l'étranger, puisque les compagnies blacklistées, souvent, ne peuvent pas venir en Europe. Quand vous êtes à l'étranger, il n'est pas toujours très malin d'utiliser des compagnies qui ont une mauvaise réputation pour faire des trajets, on va dire, intérieurs. On ne peut pas payer le prix d'un voyage aérien la même chose qu'une place de cinéma. Je veux dire, il y a une valeur pour chaque chose. Quand on vous propose d'aller pour 25 € de l'autre côté de l'Europe, alors ou c'est une super promotion qui est faite par une compagnie très sérieuse, mais il y a 3 places dans un avion qui en fait 200, ou alors c'est que c'est pas possible, c'est qu'on a renié sur un certain nombre de facteurs, dont les facteurs de sécurité. Donc c'est plus dangereux, il faut se méfier Oui, il faut certainement se méfier. De toute façon, on paye ce qu'on a, c'est clair. Alors, il ne faut pas non plus se laisser manipuler, je dirais, par le commerce aérien, mais il y a un tarif minimum qui est raisonnable, qui correspond à ce que vous payeriez en voiture, en train, ou bon, avec un équivalent. Et là, vous savez que vous êtes à peu près en sécurité. Ce jour de juillet 2012 est un jour très spécial pour Baya Bakari. Elle s'apprête à prendre le train direction Marseille. C'est ici que se trouve la plus large communauté comorienne de France. Et pour aller à Moroni, la capitale des Comores, il faut obligatoirement passer par l'aéroport de la cité phocéenne. Pour Baya, ce voyage est important. Là, ça va. Je pense que ça va encore. Je stresse pas encore. Non, mais je suis contente de partir. C'est bien. Je vais retrouver ma famille, aller à la plage, m'amuser, tout ça. Malgré les épreuves, Baya a réussi à garder une certaine insouciance. Mais c'est surtout son courage qui étonne. Prendre l'avion ne lui fait pas peur. Et son secret, c'est une foi inébranlable en Dieu. Avant mon accident, je croyais en Dieu parce que depuis que je suis petite, on m'a dit « ouais, il y a un Dieu, tu y crois ». Or, avec cet accident, j'y crois vraiment, mais par moi-même. Pas parce qu'on m'a dit petite, oui, il y a un Dieu qui existe. C'est vraiment moi. Un voyage en forme de pèlerinage sur la terre de ses ancêtres. Un retour aux sources pour Baya qui, depuis son accident, se sent plus que jamais attaché aux Comores et aux Comoriens. S'ils apprennent que je suis Baya, ils vont faire « Oh, c'est Baya, tu vas bien ?» Après, il y a des gens qui se mettent à pleurer. Ça les a beaucoup touchés jusqu'ici, parce qu'il y avait leur famille, tout le monde se connaît, donc ça les a beaucoup touchés ce qui s'est passé. Bon, premier coup, j'ai pas... Mais après, ça m'est revenu l'image. Et c'est vraiment un bonheur de la voir là. Mais aux Comores, Baya ne veut surtout pas être traitée comme un symbole. Pour elle, l'essentiel est ailleurs. J'ai l'impression que ma mère, on n'y pense pas. Et je suis sûre qu'eux, ils se disent oui, Baya, elle a survécu, il n'y a qu'à elle qu'on pense dans cet accident. On ne pense pas aux autres qui sont partis. Le crash, c'est pas moi, c'est les 152 personnes qui sont parties. Et leur famille vit avec ça. Et on ne parle pas de ces gens-là. Pour ne jamais oublier le drame survenu aux Comores en juin 2009, un monument aux morts a été érigé à Moroni. Mais désormais, pour cette jeune fille de 16 ans, il est temps de tourner la page et de se projeter vers l'avenir. Baya et Thibaut, une adolescente et un homme que tout sépare.
Ils sont pourtant l'un comme l'autre la preuve vivante qu'être rescapé d'un crash aérien, ce n'est pas juste survivre à un accident. C'est aussi de devoir trouver au quotidien la force de réapprendre à vivre. Thibaut a réussi à refaire sa vie. Sa petite fille Elena et sa femme Julie l'aident au quotidien à aller de l'avant. Mais il semble que le traumatisme de l'accident dont il a été victime le hante à jamais. Tous les jours, hein, à chaque fois que je me lève le matin ou à chaque fois que je fais un pas, j'ai des douleurs, donc ça me rappelle forcément l'accident. Mais ce qui peut être assez difficile, c'est quand il y a de l'orage, quand je passe à côté des aéroports, j'ai vachement de mal. Hein. À côté d'Orly, au Roissy, c'est quand même super dur pour moi de passer à côté des aéroports. C'est surtout les bruits, les odeurs qui peuvent rappeler à n'importe quel moment en fait l'accident. Baya est encore jeune. Mais avec cette expérience, elle a acquis une sagesse et une maturité qui devraient l'aider à réaliser ses ambitions. L'accident, il m'a ouvert les yeux, on va dire. C'est important de se donner les moyens. De se donner les moyens d'avoir un bon avenir. Pas forcément de réussir, parce que après ça, parfois si on n'a pas de chance, voilà. Mais se donner au moins les moyens d'avoir un bon avenir. Parce que ouais, la vie, c'est pas facile. Qu'on n'est pas tout le temps avec nos parents aussi. Que nos parents ne seront pas toujours là pour s'occuper de nous. Que nous aussi, à bout d'un moment, on va devoir grandir, avoir nos enfants. Voilà.